Et bienvenue dans le Club Pantio. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission et pour débriefer de ce match, de cette victoire de l'OGC Nice contre le LOSC. Vous avez vu, on est au complet. On a cette fois-ci représentant Lillois, pas comme lors du dernier match contre Reims. Ravi de vous recevoir les gars. Avant, juste un petit message. On va dire que cette émission, à notre échelle, est dédiée aussi aux deux supporters de l'OGC Nice qui nous ont quittés récemment. Donc Sebou qui appartenait à la Brigade Sud, et bien aussi Stangzigno, Youssef de son prénom, qui nous a quittés ces derniers jours. Donc là, ça dépasse le cadre du foot. C'était des supporters de l'OGC Nice. Donc pour ça, voilà. Condoléances aux proches et à la famille de ces deux personnes. Messieurs, je vais d'ailleurs dans un premier temps vous introduire dans cette émission. On a dans un premier temps Hugo qui fait son retour dans l'émission. Comment ça va, Hugo? Salut à tous, bah ça va super avec une nouvelle victoire et toujours invaincu dans le club Pancho, donc on va revenir plus souvent, écoute. Tu es un peu le totem de l'émission. Si ça nous permet de terminer européen, je t'invite à toutes les émissions, il n'y a aucun Allez, souci. hein. La dernière fois et la première fois qu'il était venu, c'était lors d'une soirée de Coupe de France, affreuse soirée contre le Puy Foot. Après cette défaite, c'est Matt qui revient après une victoire cette fois-ci. Comment ça va, Matt? Bah, super heureux de revenir pour échanger les couteaux contre les fleurs parce que là, je suis quand même bien content de mon gym cette fois-ci. Il est un peu plus triste, mais non moins heureux, je pense, d'être dans l'émission. C'est Dimitri, alias l'Observateur sur Twitter. Comment ça va, Dimitri? Ça va, ça va, ça va. Et toi? Oui, très content d'être ici, un peu moins content du match, mais merci de l'invitation. Et effectivement, il y a pas mal de choses à dire dans ce match. Beaucoup de regrets, je pense, du côté du LOS, comme on le disait en off. Messieurs, avant de démarrer, on va, dans un premier temps, je pense, revenir un peu sur l'actualité de l'OGC Nice. Je salue aussi les personnes qui nous ont rejoints sur le chat Twitch. Salut Oxyr, salut Clémentino, salut Mystic Riz, salut à tous. Dans un premier temps, alors, dans le désordre, on va dans un premier temps peut-être parler du plus récent, à savoir l'officialisation du départ de Andy Delors. On a vu une photo avec le fils Kita, avec son nouveau numéro 99 du FC Nantes. Andy Delors donc officiellement à Nantes. Un contrat donc qui passe avec une option d'achat obligatoire si le FC Nantes est maintenu. Ce serait un contrat de 2 ans vraisemblablement. Ça ne faisait aucun doute que le joueur devait partir depuis un certain nombre de jours, voire de semaines. C'était conditionné aussi à la probable arrivée de Terem Moffi. Bon, là-dessus, on n'a pas encore d'informations. Peut-être que d'ici peu, ça va se débloquer. Mais déjà, messieurs, Hugo, peut-être pour commencer, voilà, un transfert enfin bouclé. Le joueur est libéré, du moins, de son engagement avec l'OGC Nice dans les deux sens, autant pour Nice que pour le joueur. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire et Nantes récupère un très très bon joueur de Ligue 1. Oui, c'est ça, c'était devenu un peu inexorable depuis un mois où il avait exprimé ses envies de départ. On voit qu'il était plus dans le groupe récemment et que c'était effectivement conditionné à l'arrivée de Terem Moffi, donc j'espère qu'on aura l'officialisation enfin de l'arrivée de Moffi pour le remplacer, parce que du coup on se retrouve un peu court en attaque. Mais oui, pour Delors, on en a déjà parlé, le choix de carrière un peu étonnant, mais on sait qu'il a toujours agi un peu au feeling. Il était venu à Nice principalement pour Christophe Galtier. Là, il y va apparemment surtout pour Comboiré, donc à voir pour lui. Après, il y a juste la question de savoir si on va récupérer les 7 millions de l'option d'achat obligatoire maintenant ou plutôt au mois de juin. Donc apparemment, ce sera plutôt au mois de juin, mais ça aurait été bien de les recevoir maintenant, vu qu'on risque de pas mal dépenser sur le cas Terem Moffi. Effectivement, Terem Moffi, Matt, on en parle depuis un certain temps. Pour l'instant, il y a rien d'officiel. Bon, Delors, de toute manière, comme on le disait, il n'y avait pas trop de doutes concernant l'issue. Maintenant, est-ce que Terem Moffi, bon, on va pas refaire le débat, mais est-ce que ça viendrait justement donner une plus-value à cet effectif sur le plan offensif par rapport à ce qu'était Andy Delors? Ouais, ouais, parce qu'au final, avec Laborde, on se retrouve avec un profil similaire à Delors, je trouve, sur les compartiments du jeu dans lequel il s'exprime. Et c'est vrai qu'avec avec Mofi, voilà, tu as un joueur qui est plus dédié aux grands espaces, à la profondeur et qui, mine de rien, ramène de la taille, chose dont on manque un peu devant quand même. Effectivement. Dimitri, toi de l'extérieur, bon, t'as sans doute suivi Delors Mhm. qui depuis, on va dire, un mois environ, a exprimé ses envies de départ.
on n'a Mhm. pas, on va dire, la prétention de savoir tout ce qui s'est passé en interne. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le joueur est parti. L'année dernière, ça a été l'un des meilleurs joueurs du club, le meilleur buteur. Sans lui, l'OGC Nice ne va pas en Coupe d'Europe. Merci pour Ouais. ça. Mais de l'extérieur, qu'est-ce que tu trouves, enfin, comment tu trouves cette gestion-là, justement, de voir un joueur comme Andy Delors partir à la mi-saison dans un club avec un projet moins ambitieux, avec moins d'argent, mais qui va quand même jouer une double confrontation contre la Juventus en Europe. Moi, je suis pas étonné de le voir partir. Andy Dollar, c'est quand même un joueur assez opportuniste. Euh, c'est un peu ce qui le catégorise, dans le sens où là, c'est un joueur opportuniste qui a besoin d'être rêvé, en fait. Et là, je pense je sais pas, peut-être qu'il a senti qu'il était peut-être plus en odeur de sainteté. Le choix du FC Nantes, je suis pas vraiment étonné. Après, faut pas non plus voir Andy Delors comme un gros crack européen. Je pense que l'OGC Nice, c'était déjà bien pour lui. Je pense que voilà, c'est un club à sa hauteur, c'est un bon joueur de Ligue 1, voilà, sans plus. Et pour répondre à, j'ai pas ton prénom, j'ai pas ton prénom, mais il parlait de l'argent au niveau du prêt avec option obligatoire. Il faut savoir que si vous avez besoin d'argent, ce qui est bien avec ce prêt avec achat obligatoire, c'est que dans les comptes, tu peux déjà le compter parce que Ouais, ça. c'est une échéance qui va arriver. Donc, c'est pas un problème là. Faut que vous disiez que vous avez déjà l'argent, quoi. C'est parce qu'en tout cas, au club, ils comptent comme si vous avez déjà l'argent. Ouais. Voilà. Au même titre que Lemina, là, je rebondis sur ce que j'ai vu ces derniers jours. Euh, je pense que beaucoup ont la logique, peut-être Football Manager ou FIFA, à savoir 11 millions, on les a directement. Non, c'est très rarement le cas. C'est toujours échelonné avec des mensualités pour justement eh bien, étaler les paiements. Mais c'est vrai que dans le bilan comptable, on le compte comme étant eh bien, une source de revenus immédiate. Or, dans les faits, c'est pas exactement pareil. Juste pour les prénoms, Hugo Hugo, ouais. en haut à gauche et Matt, Dimitri. C'est vrai que je l'ai pas dit en off, excuse-moi. Euh, Il n'y a pas de souci. Andy Delors, parenthèse fermée. D'autant plus, Terem Moffi, on a vu que le FC Lorient avait officialisé Bamba Dieng. Bon, Terem Moffi n'était pas dans le groupe contre le Stade Rennais. Il y a très peu de doutes sur le fait qu'il sera niçois d'ici peu. Est-ce qu'il sera niçois lors du déplacement à Lens mercredi? On verra ça. Il y a eu aussi eh bien, un autre départ, celui de Morgan Schneiderlin du côté de Sydney Wanderers. Voilà, championnat australien, troisième du championnat actuel. Schneiderlin qui est en fin de contrat en 2023 cet été. Voilà, contrat de 6 mois. Joueur qui n'avait pas foulé la pelouse, qui n'a pas porté la tunique rouge et noire cette saison, qui n'avait plus sa place dans le projet aussi de par sa situation contractuelle et son âge. Encore un dossier évacué pour Ghisolfi, après Dacunia, après Bambou, après Dolberg. Maintenant Schneiderlin avec Delors. Matt, peut-être un petit mot sur, sur Schneiderlin. Merci pour rien et puis bonne continuation. Oh, bah, ouais, surtout bonne continuation. J'ai l'impression qu'il était quand même apprécié dans le vestiaire. Voilà, enfin, moi, je l'entendais souvent son nom revenir dans la bouche des jeunes quand ils étaient en interview sur à quel point il pouvait les aider. Bon, bah voilà, il a fini d'être un membre du staff et puis maintenant, il va peut-être se remettre à jouer au foot. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Je pense que c'est gagnant-gagnant dans cette histoire. On gagne 6 mois dans l'affaire et puis bon, bah, qui sait, peut-être que ça a fait un peu de place dans le salary cap de l'équipe je sais pas, Alors, pour amener peut-être un C'est la arrière-gauche question. parce Hein. que là, on est justement, dépouillé sur les côtés. Avec la blessure d'Atal, ça devient important. Ouais, justement, c'est la question, le salaire. Ouais. ouais, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, Schneiderlin, c'est un 250 000 par mois, quelque chose comme ça, un des plus gros salaires du club. Ah oui, 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 hein. Donc, est-ce que aujourd'hui, le club australien dans lequel il a signé prend une partie du salaire? Moi, je considère, Hugo, tu me dis ton avis, même si c'est que 10% de prise en charge, ça reste quand même une bonne opération pour l'OGC Nice à 6 mois du terme de son contrat. Oui, c'est clair, mais ça aurait été parfait que le club s'accorde avec lui sur une résiliation de contrat, mais apparemment, il est dans son droit aussi, vu qu'il touche quand même un sacré gros salaire, je pense qu'il a voulu en profiter jusqu'au bout, c'était son dernier gros contrat. Donc bon, on va sans doute assumer une grosse partie sur les 6 derniers mois. Et ben, après, on paye aussi notre mauvaise gestion. Hein. Même si on était un peu, pas hypé, mais on voyait du point positif quand il est arrivé à l'été 2020, quand on va le chercher à Everton, mais ça a été un échec total, à part peut-être dans la vie de groupe et le vestiaire.
Et sur le terrain, on n'a jamais vu grand-chose malheureusement et il était temps que son contrat s'achève, quoi. Schneiderlin, effectivement, 3 saisons à l'OGC Nice, une première euh, dans la peau d'un titulaire, censé apporter de l'expérience dans un groupe assez jeune. C'était lors de la dernière saison de Patrick Vieira. Bon, des performances vraiment très compliquées. L'année dernière, à chaque fois qu'il a joué sous Galtier, c'était correct, voire très correct. Mais là, cette saison, clairement, avec l'embouteillage au milieu de terrain, les recrues de cet été n'avaient plus sa place. Voilà, donc là aussi, bonne continuation à lui. Et puis pendant le match, à la mi-temps, ça a été relayé par Sky notamment sur Twitter. Bilal Brahimi, qui a fait sa rentrée en cours de seconde mi-temps, terminerait bien la saison du côté de l'Estac 2-3. Là, Brahimi aussi, qui paye, je pense, l'émergence d'un Buonanni et les minutes grappillées sur les dernières semaines. Bilal Brahimi qui a fait des rentrées plutôt, on va dire, quelconques ces dernières semaines. Le héros de Cologne, appelons-le ainsi. Mais là aussi, donc, messieurs, si vous avez peut-être un mot sur Bilal Brahimi avant qu'on passe à la suite. Allez-y, c'est le moment, sinon on passe à la suite. Moi, j'ai juste peur qu'il nous manque quelqu'un numériquement parce Mm. que sur les ailes, on est quand même pas, on n'a pas des joueurs hyper robustes physiquement. Diop, ça se blesse, Pépé, ça se blesse. Et j'ai peut-être un peu peur qu'on manque de turnover. Après, si lui, ça lui permet d'avoir du temps de jeu et de se montrer, c'est que bénéfique pour nous parce que je vois pas ce qu'il nous aura apporté dans le jeu, en tout cas sur la fin de saison. Ouais, La Je sais différence, pas elle si. était la différence, elle était criante quand on a vu les 45 premières minutes de Buonanni et qu'on repense à toutes ces fois où Lucien Favre lui avait préféré Brahimi. Avec le recul, c'est quand même compliqué à expliquer, à comprendre. Mais ouais, sur le cas de Brahimi, même sa rentrée, encore une fois, elle est vraiment pas dingue pour être gentil. Avec le ballon très Dimitri, toi, compliqué. Dimitri, toi, il t'a fait peur un peu, Brahimi ou... Non, 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 mais après, moi, personnellement, moi, je suis beaucoup la Ligue 1. Hein. Brahimi, j'ai jamais été vraiment extrêmement fan. Après, bon, voilà, il a fait des bons débuts à Angers. J'ai pas compris le recrutement à Nice. Il est arrivé dans un mauvais. Il me semble qu'il n'était pas voulu par Galtier, il était voulu par Fournier. Il y en avait qui le voulaient, d'autres qui le voulaient pas. Enfin, bon, bref. Donc, ouais, peut-être le prêter, avoir du temps de jeu ailleurs, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment le niveau pour jouer en tout cas les hautes places de Ligue 1. Pour moi, il a pas le niveau. Il a peut-être le niveau pour jouer à Angers, et encore, pour moi, il a pas le niveau, il faut qu'il engrange des minutes ailleurs. Bah, le problème, et tu fais bien de le souligner, Dimitri, c'est qu'on sait même pas s'il a le niveau pour jouer à Angers parce qu'il a trop peu joué à Angers pour qu'on puisse déterminer Bah ouais, voilà. s'il peut être titulaire en Ligue 1. C'est-à-dire que déjà, ça a été prématuré dans son développement. Et puis en plus de ça, par rapport à ce qu'il a montré, alors effectivement, il y a de la percussion, il y a de la vitesse, mais alors balle au pied, c'est quand même extrêmement faible. Et on voit la différence avec un Buonanni qui a été, à mon sens, et puis comme beaucoup on peut le dire, surtout sur la première mi-temps, extrêmement intéressant. Ce qui nous permet de parler peut-être de la première de Buonanni sur ce match avec toi, Dimitri. Alors, on reviendra peut-être plus en détail sur son match tout à l'heure lorsqu'on abordera le contenu. Mais toi, par rapport à son départ de Lille, comme tu nous disais en off, c'était un joueur donc, qui n'a pas signé professionnel à Lille et qui est arrivé pour Galtier. C'est du moins ce que tu nous disais. Et puis, Bah, il a suivi Galtier. Après, je sais pas s'il est venu pour Galtier, mais en tout cas, il est parti au même été que Galtier. Il est parti au même moment. Galtier, il a ramené aussi, j'ai plus les noms, mais il a ramené Paragarça, il me semble. Il a ramené 2 adjoints avec lui, plus Bouhani, plus son affaire et qui nous a, qui nous a un peu Ça fait avec embêté parce que du coup, comment? Il me semble que Buonanni, il arrive l'été dernier. ouais, il arrive l'été L'été où dernier, Galtier Buonanni. part au Il arrive PSG. l'été dernier, il arrive pas en même Ouais. temps que Galtier? Non, il arrive quand Hmm. Galtier part, en fait. Enfin, il y a peut-être un lien de causalité entre les deux, mais il me semble que oui, effectivement, Buonanni arrive Euh, l'été dernier. C'est possible. Alors, bah, je me trompe peut-être alors. Mais alors, toujours est-il, oui. En tout cas, il a pas signé pro à Lille. Et oui, de ce qu'on sait, nous, c'est il a pas signé à Lille parce que, comme je dis, en fait, depuis l'arrivée d'Olivier Létang, on a une nouvelle politique au niveau des jeunes. Et parce que Campos a un petit peu mis sans dessus dessous le centre de formation lillois avec des joueurs qui viennent un peu de partout avec des salaires astronomiques. Le meilleur exemple, c'est Isaac Liadi qui touchait 80 000 euros par mois, qui ne s'est jamais imposé, là, qui est parti, Dieu merci.
Mais du coup, voilà, donc Boigny avait des exigences salariales assez hautes que le LOSC n'a pas voulu lui donner et que Nice a bien voulu lui donner. Voilà. On reviendra en détail tout à l'heure sur sa performance pour sa première titularisation qui faisait aussi un lien avec l'absence de Pépé, blessé au genou. Il y a également en début de semaine la prolongation de Hicham Boudaoui jusqu'en 2027. Le joueur était en fin de contrat en 2024. Prolongation de 3 ans pour un joueur qui, cette saison, à chaque fois qu'il a joué dans un milieu à 2, sur un côté, en 6, peu importe le poste où il a joué, Hugo, il a été performant. Reste à savoir si ça va tenir dans la durée et qu'il va peut-être enfin, j'ai envie de dire, faire une saison complète, autant dans le nombre de matchs que dans la performance sur le terrain. Ouais, c'est ça, on en parlait déjà sur l'émission d'après-Reims. Ça avait été un des meilleurs il est dans la continuité depuis cette arrivée de Digard et ce replacement au milieu de terrain. On voit que vraiment c'est sa position préférentielle. Alors peut-être qu'il peut aussi jouer bien en 8, mais en 6, il est vraiment très bien dans les transitions offensives, pour couper aussi dans les transitions défensives. On profite plus de sa qualité technique. On l'a vu plusieurs fois, encore une fois aujourd'hui, ressortir le ballon parfois en prenant un peu de risque, mais ça passe très souvent devant la surface avec une technique vraiment propre. Et oui, physiquement, c'était notre principal doute. Est-ce qu'il va réussir à enchaîner les matchs et tenir physiquement? Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on a recruté Youssouf, du coup, qui a signé cette semaine. Et du coup, ça peut nous permettre d'avoir plus de garanties sur si Boudaoui n'est pas là. On a ce joueur-là qui est très polyvalent et qui pourra prendre la suite. Donc, ça, c'est entre cette prolongation de Boudaoui et l'arrivée de Youssouf, c'est que du positif, point de vue mercato cette semaine. Milieu de terrain, Matt qui est blindé côté OGC Nice. Autant il y a certains postes sur lesquels il y a des gros points d'interrogation, on y reviendra un peu plus tard. Mais alors le milieu de terrain, il est fourni et comme tu le disais en off, on est serein pendant un certain temps. Ah ouais, moi là, je suis confiant de ce que j'ai vu. Même que ce soit les titulaires que j'ai trouvé faire un bon boulot, Thuram qui est dans la lignée de ses premiers matchs avec Digard qui a été bon, mais même entre guillemets les seconds couteaux, Rosario, son entrée direct dans l'impact, assez rassurant. Et là, le Youssouf, c'est dur à juger, mais c'est encourageant, je trouve. Et Hmm. j'ai l'impression qu'on a notre milieu de terrain pour la saison prochaine. Hmm. Hors Côté, départ. côté Lille, on a beaucoup parlé de l'OGC Nice, Dimitri. En termes d'officialisation, on a l'arrivée de Benoît Costil. Alors, de l'extérieur, je trouve que c'est étonnant. Non pas tant pour Lille, mais surtout pour la Géocère, parce que la Géocère est dans une opération maintien qui petit à petit semble malgré tout compliquée, surtout si tu perds tes éléments forts. Est-ce que c'est dans une logique aussi... Alors, Jardim est parti, du coup. Mhm. Ok. Ouais, c'est ça, il a signé à Vasco da Gama en deuxième division brésilienne. Ok, donc c'est dans une optique aussi de développer Lucas Chevalier, je présume, peut-être apporter de Oui, c'est l'expérience. ça. En fait, Costil ne vient pas pour être numéro un comme tu aurais peut-être pu voir par-ci par-là. Non, non, c'est pas l'objectif. Lui-même le dit hein, dans le texte de présentation. Lui-même le dit qu'il est là pour aider Lucas Chevalier. Lucas Chevalier va rester numéro un. Je pense que c'est une opportunité, que ce soit pour Costil, pour le LOSC, il le dit même. Hein, Costil, il a dit bah voilà, c'est sa dernière opportunité d'avoir un bon contrat. Je pense qu'il gagnait un petit peu plus que ce qu'il gagnait à OCR. Après, oui, c'est vrai. Enfin, si tu prends le prisme auxerrois, c'est vrai que c'est assez surprenant Hmm. de partir comme ça en plein milieu de saison, sachant que tu joues le maintien, etc. Ça peut paraître un petit peu opportuniste, comme je disais avec Andy Dollar. Maintenant, voilà, Auxerre a trouvé aussi son compte parce qu'il recrute Radou. Je pense pas que Radou soit beaucoup moins bon que Costil, en tout cas en ce moment, à l'instant T. Donc voilà, je pense que Auxerre est pas si mécontent que ça. Très bien. Messieurs, on a fait le tour sur les différentes informations. Je regarde mon petit carnet, je n'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est qu'on va passer au match. L'OGC Nice a gagné ce match, troisième match sans défaite sous l'ère Didier Digard. Une victoire, j'ai envie de dire, de prestige face aux voisins lillois. Non mais c'est vrai, je le dis très clairement et c'est pas pour valoriser encore plus la victoire de l'OGC Nice, mais c'est Ouais, parce faut que pas. honnêtement, en termes de garantie dans le jeu, de toute façon, on l'a vu, Lille est une équipe qui est plus,
plus sereine et plus cohérente par rapport à ce qu'elle a produit depuis le début de saison, alors que Nice, je considère que on est peut-être plus en rodage encore, mais une victoire malgré tout, 1-0, une première mi-temps, on y reviendra, mais assez rocambolesque, un but de Gaëtan Laborde. Messieurs, déjà peut-être Hugo, lorsqu'on regarde le contenu de cette première mi-temps, c'est miraculeux. Déjà que l'OGC Nice sorte avec un but d'avance, alors qu'on aurait très bien pu être mené 3-0. Ouais, c'est miraculeux, mais plus dans le sens pas dans le sens, par exemple, au match aller où c'est véritablement un braquage pur et simple, qu'on gagne 2-1 là-bas à Lille, où on se fait dominer tout le match, on sort pas du tout, on est en 5-4-1 tout le match. Là, on a concédé des occasions, mais parce qu'on a joué plus haut, on a pris beaucoup de risques. Après 5 premières minutes qui étaient plutôt lilloises, on a pris le contrôle du match, on a joué haut. On s'est créé pas mal d'occasions aussi avec la frappe de Kefren Turam, le ciseau de Laborde. Et on a été mis en danger en fait par notre propre prise de risque parce qu'on jouait tellement haut et que sur le côté gauche, avec le duo Barr-Dante qui jouait très très haut, ils ont été en immense difficulté sur les transitions lilloises, avec Timothy Weah qui s'est régalé, Jonathan David aussi. Et c'est un miracle dans le sens où Lille, qui entend jouer l'Europe, tu ne peux pas rater autant de face-à-face comme ça. Surtout Cabella, et je crois que c'est Cabella qui a la plus grosse, la première, il me semble, la toute première, là où Schmeichel l'arrête, et même après, c'est lui qui la tire à côté. Donc ouais, c'est un miracle dans le sens où Lille rate beaucoup d'occasions, mais et pas un miracle dans le sens où nous, on n'a pas joué. Le contenu était très intéressant, et c'est justement ce contenu qui a engendré les occasions lilloises. Mhm. Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse, Hugo. De nombreuses occasions franches pour Lille. Le face-à-face de Cabella. Il y a deux actions similaires en fait qui se sont passées en l'espace de peu de temps. Le tir à côté de Cabella et le moment où il décale pour Jonathan David qui frappe pied gauche. Il y a cette grosse occasion aussi de Timothée Weah en fin de première mi-temps. Il y a eu des situations T'en as chaudes. 3 Le même, poteau, le Cabella poteau qui le aussi. rate. Il y a- Cabella, il en rate 3, il me semble, hein. T'en as Parce une qu'à qui est un moment, arrêtée par t'en as Schmeichel. une qui est arrêtée par Smashel, Mhm. t'as le tir à côté et t'as un tir aussi qui part à gauche du but Ouais. de Smashel aussi, hein. T'en as 3 qui ratent, t'as le poteau de Timothy Weah, après t'as une barre aussi, il me semble. Enfin, il y en a pas mal quand même, quoi. Et donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Enfin, pour les supporters lillois, ça fait mal à la tête, surtout que, comme on disait en off, en fait, c'est pas la première fois, quoi. Et là, ce match-là, tu dois le gagner 15 fois. Après, Nice a fait un bon match voilà, dans son style. Tu disais que le LOSC et Nice se ressemblaient un petit peu sur certains points. Je suis pas forcément d'accord avec toi, dans le sens où j'ai trouvé Nice beaucoup plus proactif que le LOSC. Surtout en deuxième mi-temps, j'ai dit sur mon compte, c'était l'exome Lille. C'est clairement ça, c'était parce que c'était assez fatigant. Moi, ça me fatiguait de regarder mon équipe en deuxième mi-temps parce que voilà, c'est un peu le mauvais côté en fait du jeu de Fonseca. J'aime beaucoup Paulo Fonseca, mais le problème c'est que dès qu'on est mené, en fait, on a un peu du mal à trouver un second souffle. Parce que voilà, toujours ce jeu de possession, prendre le temps, etc., etc. C'est cool. Moi, j'aime bien le jeu de possession. Voilà, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, surtout quand tu perds en fait et que bah, tu as une équipe qui est regroupée. Il faut peut-être mettre un petit peu plus d'intensité et c'est ce qui nous a manqué, je pense. Ouais, effectivement, parce que ce but, il vient un peu contre le cours du jeu à ce moment-là. Lille avait les plus grosses occasions et puis sur une erreur individuelle de Cabella qui a été clairement, je vais pas dire l'homme du match, mais je sais pas comment dire, mais en tout cas le joueur le plus déterminant dans cette première mi-temps de par C'était le facteur X. Ouais, c'est ça. De par ses occasions ratées et de par son erreur individuelle, eh bien, a permis à Nice d'être devant. Comment tu juges cette première mi-temps, toi, Matt? Euh, Hugo parlait justement oui, de beaucoup d'occasions concédées, certes, mais malgré tout une volonté d'aller vers l'avant et de prendre des risques. Bah, je la juge très bizarrement parce que là où on se met le plus en danger, c'est pendant nos temps forts, où on assiège un peu les 30 mètres lillois et où on se fait totalement punir en contre-attaque. Et ils ont plusieurs occasions comme ça. Et nous, il suffit qu'on en ait une pour qu'on mette le seul but du match sur un coup du sort total pour les Lillois, j'ai l'impression, parce que j'ai pas souvenir de tout le match qu'on ait eu d'autres contre-attaques aussi franches. C'est la seule fois où on s'est vraiment projeté comme ça, là où les Lillois ont été beaucoup plus vus dans ce registre de jeu. Donc, c'est super dur à juger comme première mi-temps parce que d'un côté, tu te crées des occasions dans ton temps fort dans le jeu. Tu te mets vachement en danger et
Lille négocie mal un de ses replis, là où je trouve que nous, on les a plutôt bien négociés, même si c'était un peu à la rescousse. Mais ouais, donc assez difficile à juger en première mi-temps. Je trouve que la deuxième mi-temps en a dit plus sur le match que la première, même si dans la première, on a vu les belles intentions côté niçois de toujours ce pressing haut, assiéger l'adversaire. Et grosse nouveauté aussi à Nice, un peu des centres qui arrivent au bon endroit, ça fait plaisir. On a vu, vous l'avez cité, mais retourner de la board, on a eu quelques centres où franchement on s'est créé des occasions, et ça fait plaisir de voir Nice jouer au football aussi. J'ajouterais dans les premières des combinaisons sur coup de pied arrêté. Ouais, exactement. On n'a pas recruté un mec d'ailleurs pour bosser ça. Ouais, mais ça fait 2 ans. Qui est ce Ouais. mec? Quel est l'intitulé de son poste? Non, mais effectivement, la première mi-temps, elle allait un peu dans tous les sens et c'était assez paradoxal. Je te rejoins assez là-dessus, Matt. Tu me diras ce que t'en penses, Dimitri, mais le moment où Nice avait plutôt le contrôle de la période, Lille procédait en contre-attaque et ça nous a explosé totalement. Et à l'inverse, le moment où on était un peu plus dans le dur, on procède en contre-attaque, enfin en contre-attaque. Plutôt dire une erreur individuelle qui permet à la board d'ouvrir le score. Quel est ton avis là-dessus, Dimitri? Ouais, bah en fait, j'allais couper Matt tout à l'heure, mais j'ai laissé parler. Mais c'est vrai que c'est assez drôle, c'est qu'en fait, nous, il y a eu 3-4 erreurs individuelles côté niçois, où effectivement, on a récupéré le ballon. Je pense notamment avec Timothy Weah, qui est parti plusieurs fois au but, même Cabella une fois. Et bah, on n'a pas réussi à concrétiser. Et vous, la seule erreur, peut-être une des seules erreurs individuelles qu'on a faites, vous l'avez utilisée. Et puis, ça a été but pour vous. C'est comme je disais, c'est un gros problème côté lillois. Voilà, on n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Et sinon, oui, oui. Après, c'est surtout, ouais, c'est faire un dégagement. C'est suite à un coup de pied arrêté. Je pense pas que tu puisses parler de contre. En deuxième mi-temps, effectivement, oui, vous avez beaucoup plus défendu, je trouve. Mais j'ai pas de souvenir d'une grosse action côté niçois côté deuxième mi-temps. Peut-être que je me trompe. Mais effectivement, il y a peut-être eu 2-3 comptes, mais rien de bien fou. Donc, ouais, pour moi, la première mi-temps compte beaucoup plus parce que c'est là où il y a eu le plus d'occasions, il y a eu le plus d'intensité. En deuxième mi-temps, je me suis un petit peu endormi. Après, c'est peut-être avec mon prisme lillois parce que je trouvais mon équipe assez ennuyeuse. Je sais pas vous, mais la deuxième mi-temps, j'ai trouvé un peu moins bonne, quoi. Voilà. Bah, moi, j'ai eu franchement plus peur en deuxième mi-temps parce qu'on s'est fait, franchement, des fois, mais balader dans le jeu, c'est assez difficile, je trouve, de vous canaliser s'il n'y a pas des hors-jeux ou des erreurs d'appréciation technique de la part des Lillois. Je pense qu'on peut en prendre deux en deuxième mi-temps. Et vraiment, moi, en tout cas, j'ai plus craint en deuxième mi-temps parce que c'était dans le jeu qu'on était battu. Et ça se voyait notamment physiquement où tu disais, on dégageait encore les ballons, mais il n'y avait plus personne pour mettre ce pressing derrière. Là où, je crois que c'est peut-être même une des premières fois de la saison qu'on le voit avec Buonanni, où on dégage un ballon et tu as trois Niçois qui se ruent à l'avant pour essayer justement de canaliser les Lillois. Bon, on récupère le ballon, on est chanceux. Mais tu vois, en deuxième mi-temps, on ne le faisait plus, ça jetait les ballons en touche. Je sais qu'aux alentours de la 60-70e, il n'y a plus grand monde côté niçois. Même dès l'entame de match, en fait, je pense que si sur les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, vous nous mettez un but, c'est pas volé parce qu'on n'a pas vu le jour, on n'arrive pas à ressortir le ballon. Dante et Boudaoui, ça s'en mêle les pinceaux. Franchement, en tant que niçois, la deuxième mi-temps était un peu longue. Franchement, elle était un peu longue à vivre. Alors, je vais juste donner mon avis avant de donner la parole, Hugo. Je suis pas forcément d'accord Bien avec, sûr. ce que tu dis, Matt, là-dessus, parce que ce que tu dis là, ton analyse là, je l'aurais eu peut-être sur les, allez, 5-6 dernières minutes. Le moment Ah, où Attal sort, on est à un de moins, et que là, forcément, tu es obligé de resserrer les rangs, tu es obligé d'être beaucoup plus bas. La board ne faisait plus du tout le pressing devant. Mais au contraire, j'ai trouvé en off, je parlais plutôt de gestion. Alors, est-ce que c'est de la gestion ou pas? Quoi qu'il en soit, c'était une deuxième mi-temps qui était plutôt calme. Il y a la grosse occasion de Ramsey avant l'heure de jeu. Juste avant, il a la situation où il peut faire un centre second poteau. Il y avait la board qui était démarquée. Il la joue mal. Et Lille, alors dites-moi s'il n'y a pas des occasions qui sont réellement franches en deuxième mi-temps. Ou alors peut-être il y en a beaucoup plus eu T'as un en. arrêt de Schmeichel, il me semble. T'as ah, sur un coup de pied arrêté. Ouais. Ouais, t'as un arrêt de Schmeichel, t'as une T'as barre. Ouais, aussi la tête sur un coup de pied arrêté où il la sort, il la sort. Mais j'ai trouvé que, effectivement, je rejoins un peu Dimitri là-dessus. C'est-à-dire que
dès lors que Lille est rentré au vestiaire, mené 1-0, eh bien, toutes les bonnes choses qu'on a pu voir en première mi-temps, bah, c'était beaucoup plus bridé en seconde. Alors, est-ce que c'est mental? Est-ce que c'était physique? Voilà, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hugo? Ouais, moi, sur la seconde période, j'ai un petit peu la même analyse que toi, mais plus le fait, on va dire, entre la 45e et l'heure de jeu. Je trouve que là, on a beaucoup plus souffert, notamment physiquement, de tous les efforts qu'on a fait en première mi-temps. Et les changements de Digard, le triple changement à l'heure de jeu, avec les entrées de Youssouf et de Rosario notamment, bah, ça a ramené de l'impact physique et on a pu reprendre le dessus et se créer plusieurs occasions, notamment la balle de break manquée par Ramsey. Je crois que c'est juste un peu avant les changements. Mais à ce moment-là, on a quelques occasions et on revient, on a un second souffle dans le match. Et là, j'ai été plus serein. Et contrairement à ce que dit Matt, moi j'ai eu l'analyse totalement inverse, c'est-à-dire que j'étais plus inquiet en première mi-temps, on jouait super haut, et on sait que notre point faible, quand on joue, c'est cet espace là, entre Barre, Dante et Schmeichel, où dès que tu pars dans la profondeur, c'est quasiment, normalement c'est but. Là où en deuxième mi-temps, on a joué beaucoup plus bas, là, et quand on joue bas, on a plus de repères, avec Todibo, Dante dans la surface, quand tu joues bas et vraiment devant les cages, enfin, limite on peut voir venir pendant... Enfin, on a tellement l'habitude de ça la saison dernière, hein, sur ce début de saison, que quand on joue reculé, moi, je suis pas vraiment pas très inquiet, quoi. Alors contrairement au premier mi-temps, j'étais plus inquiet vu l'immense espace qu'il y avait, même si je trouve que c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on est proactif. Mais il y a cette espèce de paradoxe toujours où quand on parlait de miracle, si on gère aussi mal nos transitions défensives contre Lens et contre Marseille cette semaine, ce ne sera pas le même résultat, je pense. Effectivement. Hugo, tu as parlé de Melvin Barr. Alors, euh, très très compliqué cette première mi-temps. J'allais dire que le match dans sa globalité il est aussi difficile parce qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs en première mi-temps et beaucoup de mieux en seconde. Melvin Barr, c'est peut-être aussi eh bien le reflet d'un mercato pour l'instant qui est incomplet, puisque c'est pas faute de le répéter depuis un certain temps, que ce soit ici ou ailleurs, hein. Le poste de latéral gauche est une priorité pour l'OGC Nice. Euh, voilà, messieurs, peut-être votre avis sur ce match. Alors oui, Wea, c'est rapide. Ça aurait pu faire la différence. Je te vois un peu faire un ritus, Dimitri. Wea qui était annoncé aussi sur le départ, non? Il y a quelques Ouais, temps. alors, ouais, ça fait plusieurs temps qu'on l'annonce sur le départ. Après, moi, je rigole aussi parce que je suis assez connu dans la communauté de l'Ouest pour être le détracteur de Timothy Weah numéro 1, parce que c'est vrai que c'est pas un joueur que je porte vraiment dans mon cœur. Là, étonnamment, aujourd'hui, il fait pas un match catastrophique. Mais oui, c'est vrai que moi, je suis pas un grand fan de Timothy Weah et c'est vrai que je serais pas contre un départ, mais apparemment, le Lost ne veut pas le lâcher. Donc, parce qu'il est assez polyvalent, c'est vrai, parce qu'il sert Fonseca. Dans le sens, il peut jouer latéral droit, il peut jouer latéral gauche, il peut jouer ailier gauche et les droits, il peut même jouer dans l'axe. Donc, voilà. Mais bon, généralement, quand je dis un joueur qui peut jouer un peu partout, qu'il est moyen partout, il y a peut-être un problème, quoi. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, effectivement. Mais Melvin Barr compliqué sur ce match. C'est quoi concrètement? Est-ce que c'est le changement de dispositif aussi qui force la ligne défensive à être plus haute, ce qui entraîne eh bien, des difficultés pour Barr dans son dos? On sait que c'est pas forcément sa qualité première, la vitesse, la vivacité. Matt, quel est déjà ton avis sur son match dans sa globalité et les perspectives dans les 2 derniers jours du mercato, peut-être pour peut-être aller dégoter un latéral gauche derrière les fagots, je ne sais pas. Euh, bon, on verra. Moi, je vais te dire tout de suite, côté mercato, j'y crois pas. Je pense que Ghisolfi est conscient qu'il faut renforcer le poste, mais je pense que ça aura lieu cet été parce que compliqué, je pense, cet hiver de trouver le bon joueur. Et sur son match, il vit une première mi-temps, mais qui est cataclysmique. Je ne sais pas s'il réussit quelque chose de la première mi-temps, tellement c'est difficile et tellement Wea lui en fait voir de toutes les couleurs. Et sur ce joueur, il vit quand même une deuxième meilleure mi-temps parce qu'il est devant Digard, qui, on l'a entendu, a passé sa mi-temps à le cadrer, à le positionner sur le terrain, à lui répéter ce qu'il attendait de lui. Mais il y a des fois, je ne comprends pas ce joueur, enfin, je ne comprends pas son positionnement. Je comprends pas. Je pense que déjà dans la tête, il doit pas être au mieux parce que combien de fois, long de ligne, il pourrait servir Sofiane Diop dans les pieds, qui est quand même pas un peintre avec un ballon bien servi, il le fait jamais. Et alors, des fois, ça lui prend plus fort, il part se balader en 10, en ailier gauche.
c'est bizarre, c'est bizarre. Pour un joueur qui est au point de rupture aussi souvent dans le match, je pensais que voilà, il allait plutôt se contenter d'accomplir son travail défensif. Et on sait que Dante aime beaucoup surgir comme ça sur le 10. Il l'a beaucoup fait, essayer de couper les lignes de passe, monter très haut pour annihiler l'attaque lilloise. Si en plus ta barre qui joue très haut, effectivement, sur la moitié gauche du terrain, tu n'as plus personne. Moi, je me pose beaucoup de questions, surtout sur le positionnement du joueur. Mais Et est-ce qu'on n'en attendrait pas trop justement de Barre? Parce que finalement, sur cette seconde mi-temps, quand il joue sur ses qualités, le duel, je pense qu'il a plutôt une bonne qualité de tacle. On va dire qu'il a des qualités défensives primaires qui sont normalement plutôt correctes. Voilà, et c'est pas finalement ce à quoi on doit s'attendre de Barre. Voilà, défenseur, voilà, qui peut pas non plus tout faire. Offensivement, on a vu que c'était très très pauvre. Euh, Hugo, quel est ton avis sur Barre? Bah là, on en revient à ce qu'on a dit pendant des mois sous Lucien Favre quand il a essayé d'utiliser Lotomba et Barre piston, quoi. C'est si tu veux être proactif dans le jeu et jouer haut sur le terrain, bah avec Melvin Barr, c'est impossible, déjà parce qu'offensivement et techniquement, il n'a pas les qualités pour, et parce que derrière, tu te prends des vagues en transition parce qu'il est super lent et qu'en plus, le central à côté de lui, c'est Dante. Donc là, c'est pour ça qu'on l'a vu mieux en seconde période, c'est parce qu'on jouait bas, donc il pouvait utiliser ses qualités, c'est-à-dire de défense, d'aller au duel, etc. Où là, il était beaucoup plus à l'aise qu'en première mi-temps, où c'était open bar, sans mauvais jeu de mots, de son côté, quoi. Mais, C'est pas fait validé, exprès, Hugo. pas fait exprès, celle-là. Mais, mais ouais, sur le mercato, le problème, c'est que ouais, autant Ghisolfi avait dit que s'ils avaient un joueur prioritaire qu'ils n'arrivaient pas à faire cet hiver, ils le feraient l'été prochain. Hmm. Donc, est-ce qu'il vaut mieux prendre un autre latéral gauche un peu moyen comme Joe Bryan pour Jordan un hiver Amavi ou l'hiver dernier, hein. ouais, Non mais c'est ça vrai, va non mais aller. c'est ça. C'est ça, tu Ouais. sais que tu dois remplacer Camara, tu récupères Amavi, c'est une catastrophe. Donc est-ce que c'est pas voilà, reculer pour mieux sauter aussi, hein? C'est-à-dire attendre 6 mois supplémentaires, récupérer ton top DG et puis C'est ça. repartir sur quelque chose de... Voilà, et puis on a eu en face Dimitri, un Ismaili qui a pris un bouillon pendant 45 minutes, mais qui progressivement dans le match, euh, bah, aussi, ça correspondait, je trouve, à la baisse de forme de Buonanni, hein, qui s'est avéré intéressante dans son match. Qu'en as-tu pensé? Ouais. Bah, qu'après un bouillon, je te trouve dur parce que. Ouais, je te trouve dur. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'Ismaili va toujours être un petit peu plus en difficulté défensivement parce que le plan de jeu du LOS qui est fait tel que, en gros, Diakité est plus défensif, donc reste plus avec les deux axiaux. Et puis Ismaili va rejoindre la ligne de 3 de devant avec Kabela, David et là, c'était Weah. Donc il va rejoindre les trucs. Et donc en fait, il a un rôle assez ingrat, c'est-à-dire qu'il doit faire les allers-retours sur le côté gauche. Donc il est beaucoup plus offensif que Diakité. Donc c'est pour ça qu'effectivement, bon là, effectivement, il a eu du mal, mais c'est à peu près tous les matchs à peu près pareil. Donc je te trouve dur avec, Non, mais avec Ismaili. c'est juste que je suis très très hypé par rapport à la première mi-temps de Buonanni, hein. J'aurais pu dire sur n'importe quel joueur, mais non, non, je te rejoins complètement. Qui n'est pas sans rappeler un peu le dispositif de Barcelone quand il joue avec Araujo, justement, latéral droit, avec peut-être un central qui décale un peu plus sur la droite et un Alba, Baldé. Bon, bref, on divague un peu, mais l'idée, je pense que c'est un peu ça. On parle de Buonanni, messieurs. C'est peut-être la grosse hype de ce match, du moins de cette première mi-temps. Une titularisation qui n'était pas prévue, qui est liée aussi à l'absence de Nicolas Pepe. Buonanni qui fêtait sa première titularisation sous le maillot rouge et noir. Euh, il a quasiment tout réussi, hormis une talonnade qui aurait pu entraîner une occasion lilloise. Euh, Waouh, c'est des débuts qui sont très très intéressants. Hugo, surpris ou pas, est-ce qu'on en veut toujours à Lucien Favre après ça? Parce qu'on se dit, c'est pas possible que d'être passé à côté d'un joueur avec autant de ballons et autant de confiance. Bah, forcément surpris parce qu'on l'avait quasiment pas vu jouer, c'était impressionnant, notamment au niveau de sa technique, de la prise de balle, la conduite de balle super courte, les petits appuis, et même physiquement, il résiste plutôt bien en duel malgré sa taille. Donc c'était franchement impressionnant, et même au niveau de la personnalité, il n'hésite pas dans des zones compliquées à tenter le geste technique, à donner quand il faut. Sur l'occasion du but, il pourrait très bien se dire: «J'y vais, vas-y, je suis tout seul, je vais me faire plaisir, je vais marquer mon premier but».
mais il a l'intelligence de décaler la board pour aller marquer. Donc, franchement, des super débuts. Et c'est là, effectivement, on se dit pourquoi, Lucien, pourquoi tu l'as laissé au placard aussi longtemps alors que tu l'avais au moins en sortie de banc de ton effectif au lieu d'insister avec Brahimi. Donc voilà, que des satisfactions. Et c'est super d'avoir une solution en plus pour cette fin de saison. Et puis tu l'as dit, Hugo, et je vais te donner la parole, Matt, c'est que en te séparant potentiellement de Brahimi, qui va être prêté donc à 3, comme on l'a dit en début d'émission, tu fais confiance aussi à Bonani. Tu lui fais confiance en lui donnant ce rôle un peu de doublure de Nicolas Pepe. Et ça aussi, c'est peut-être un renouveau, un nouveau souffle dans dans ce projet plutôt de l'OGC Nice version Ghisolfi, Matt. Mm. Ouais, clairement. Et puis c'est cohérent avec l'effectif parce il fait un peu le penchant de Diop de l'autre côté. En termes de profil, ça se ressemble pas mal. Et surtout, moi, ce que je ressens avec ce joueur, c'est que j'ai l'impression visuellement que les mecs sur le terrain aiment jouer avec lui. Ils aiment combiner. À un moment, Ramsey, il vendange un centre au second poteau, mais parce que Buonanni fixe bien la défense et Ramsey le voit, il vient dédoubler derrière. Combien de fois Lotomba le cherche et dédouble avec lui. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il donne aussi du plaisir aux joueurs avec qui il joue. Et c'est ça aussi qu'on attend d'une équipe qui se veut joueuse, qui veut jouer le haut de tableau. Envoyer des grandes sacoches sur Brahimi en profondeur, ça peut marcher. C'est pas comme ça, je pense que tu développes un bon fond de jeu. Buonanni est plus intéressant à ce niveau-là quand même. Tu peux, je pense, beaucoup plus exprimer de choses avec un joueur comme ça. Donc, hâte de voir la suite et surtout de le voir mettre son premier but parce que ça le fuit toujours. Il a tenté un petit enroulé, là, on l'a vu Lucarno poser, mais voilà. Ça va finir par rentrer, on y croit. Déjà 2 passes décisives pour Buonanni, hein, après sa première passe D contre Montpellier. Voilà, plein de bonnes choses positives pour une première. Voilà, on va pas s'enflammer, hein. L'idée, c'est pas de dire que le type, c'est un golden boy en puissance, mais l'idée, c'est que l'OGC Nice doit s'appuyer aussi sur sa jeunesse. Alors, il n'est pas formé initialement à l'OGC Nice, mais quand même, et doit s'appuyer aussi sur ces jeunes pour les développer. On n'a pas parlé d'un joueur, mais qui a aussi été déterminant, c'est Kasper Schmeichel. On a parlé forcément des grandes occasions et des grosses occasions de l'OGC Nice. Alors, Dimitri, si tu as suivi un peu, ou alors si tu as des Niçois dans ta TL Twitter, tu dois peut-être savoir que depuis le début de saison, Kasper Schmeichel, c'est un peu comme l'appellerait Sky Judas, mais quand même, force est de constater que depuis un certain temps, sur quelques situations on va dire, ambiguës, il a sorti son match. Il a sorti son Ah bah match. là, oui, ça c'est sûr qu'il a sorti son match. Ouais. Il a attendu jouer contre Lille pour. Je vais être un petit peu cru, désolé, mais j'étais un peu énervé. J'ai dit, putain, il a attendu le match contre Lille pour ressortir un beau match, ce gros lard. J'ai dit exactement, j'ai dit ça Ouais, exactement. totalement Voilà. raison. Mais putain, La quoi. terre a tremblé. La terre a tremblé encore une fois. Non, mais clairement, j'étais. Putain, il a sorti un masterclass, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, oui, je pense que il va prétendre au titre de joueur de la journée, peut-être à la fin de cette journée-là. Mm. Voilà. Mais oui, du coup, j'ai suivi. Effectivement, il fait une très mauvaise première partie de saison avec Nice, hein. Très clairement, il est vraiment pas bon. C'était une des pires recrues pour moi en Ligue 1. Kasper Schmeichel, c'était une des pires recrues, honnêtement. Et puis là, il te sort une masterclass. Donc j'espère pour vous que ça va durer. Je ne sais pas. Peut-être c'était juste une fulgurance, mais voilà. Il y a du mieux quand même ces dernières semaines, les gars, pour Schmeichel. À Reims, c'était plutôt intéressant aussi. Au même titre que l'équipe, finalement, collectivement, quand ça va mieux et qu'on peut s'appuyer sur Schmeichel dans les buts, tout va bien. Dans son registre, encore une fois, très, très performant sur sa ligne. Pas forcément plus rassurant dans sa surface de réparation. Là, j'englobe les sorties dans les pieds, les sorties sur coup de pied arrêté, mais des arrêts déterminants qui permettent à l'OGC Nice de faire un clean sheet et de remporter ce match, Matt. J'ai aussi l'impression qu'il se comprend un peu mieux avec Todibo. C'était le classique de je te laisse la balle, non, je te laisse la balle. Combien de fois on s'est fait des frayeurs sur ça? Là, on l'a pas vu. Et sur le langage corporel, sur le body language, à un moment, il en sort une, il célèbre ça, les bras levés. Fin du match, l'embrassade avec Dante. Je pense que
d'une certaine manière, lui aussi trouve sa place dans l'effectif. Il a conscience qu'il fait des bonnes perfs et ça rentre dans l'ordre. C'est pas devenu un pitre du jour au lendemain. Alors, il a bien mangé pendant les fêtes, le gros bébé, mais sinon ça va. Il garde du ballon quand même. Hugo, Schmeichel, homme du match? Avec Cabella, ouais, pourquoi pas. Parce que, non, ouais, plus sérieusement, Schmeichel, c'était compliqué, je trouve, la reprise en 2023. Là, le match contre Lens, c'était abominable, où il n'arrivait pas à faire une sortie à 2 mètres dans sa surface, ou même balle au pied. Là où contre Reims, il avait été plutôt bon sur sa ligne, C'est vrai que mais dans son body language et son jeu au pied, où il était toujours tranquille, toujours à vendanger des sorties de balles, là, il était vraiment concerné. Et il le fallait, parce qu'avec le pressing lillois, s'il était encore en détente comme contre Reims, ça ne serait pas passé. Donc c'était beaucoup mieux aujourd'hui. Et peut-être que ça coïncide avec le retour à l'entraînement de Boulka, on ne sait pas, mais force est de constater qu'il a sorti son meilleur match depuis la reprise. Donc à voir si ça se confirme, on espère. Hugo a parlé de Rémi Cabella. Alors forcément, Rémi Cabella, coupable d'avoir déjà raté un certain nombre d'occasions franches, et puis coupable aussi de cette erreur individuelle menant au but. Dimitri Cabella qui est l'un, alors j'ai pas les stats sous les yeux, mais l'un des meilleurs passeurs du championnat, Ouais. qui réalise pour l'instant une saison plus qu'honorable du côté de Lille. Tu peux dire une Euh, bonne saison. Tu peux dire une une bonne bonne saison. saison, ok. Je ne pèse pas mes mots lorsqu'il s'agit de parler d'un Lillois. Euh, Tu peux poser. mais concernant Cabella, je suppose très déçu, très énervé de sa performance, à l'image, tu le disais tout à l'heure, d'un collectif qui a du mal des fois à faire preuve de réalisme. Là, en Ouais. plus de ça, Cabella, il est un peu coupable aussi de ce but encaissé. Ouais, là, je pense qu'il va s'en vouloir beaucoup. C'est un bon mec en plus, Cabella. Je pense qu'il s'en veut, là, honnêtement. Je pense qu'il est pas bien. Après, bah, j'ai pas eu encore eu le temps de voir les réactions d'après-match, vu que là, il y avait l'émission. Mais je pense que ça va être à peu près sensiblement la même chose. C'est Fonseca qui va reprocher à ses joueurs de ne pas avoir de pas avoir fini, pardon, mais qu'ils aient fait un bon match. Pareil, Cabella en soi a fait un bon match, mais voilà, il en rate trop. On rate trop, 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 trop. Et j'en veux à cette équipe-là sans leur en vouloir vraiment, parce que bah, ils sont jeunes. Et je sais que on va dans le bon sens, dans le sens où l'année dernière, je le dis souvent dans l'émission qu'on fait en space sur Twitter sur le LOSC, c'est vrai que l'année dernière, on avait un peu cette sensation qu'on avait perdu une année pour rien avec Gourvenec, on n'a pas avancé d'un poil, c'est-à-dire qu'on a juste perdu une année, peut-être en Ligue des Champions, c'est tout. Là, on a la sensation quand même d'avancer dans le bon sens, même si on ne va pas en Coupe d'Europe. Voilà, t'as des joueurs qui progressent, tu as des jeunes qui prennent du temps de jeu, et puis bah, voilà, on a un plan de jeu qui se met en place dans le projet. Donc, je suis persuadé que si on va en Coupe d'Europe cette année, ça sera pour l'année prochaine. Donc, je leur en veux, mais voilà, c'est sous le coup de l'énervement. Dans quelques minutes, ça ira mieux, puis je pourrai leur faire des câlins. Tu le disais, saison, on va dire, de transition du côté de Lille. Alors, c'est un mot qu'on connaît très bien dans la communauté de l'OGC Nice. Une des équipes, si c'était l'une des équipes les plus jeunes des 5 grands championnats pour Lille. Ouais. Aujourd'hui, concrètement, une qualification européenne, elle est souhaitable, Ouais. elle est indispensable ou pas? Alors, indispensable, je ne sais pas. Elle est plus que souhaitable, compte tenu du déficit structurel qu'a le LOSC depuis des années, avec le domaine de Lucien, avec le stade, etc. Et puis, bah, voilà, le LOSC est devenu un tel club que jouer en Coupe d'Europe, c'est devenu important pour les finances. Maintenant, si on n'y est pas, ça ne va pas être catastrophique, puisque derrière, on a l'air insolide. Olivier Létang et toute l'équipe a réussi à assainir un petit peu les finances qu'avait laissé Gérard Lopez, le maestro de la finance, euh, dans notre club. Voilà, Docomet. Mais oui, en fait, comme je le disais en off, moi j'étais un petit peu surpris parce que quand Fonseca est arrivé, ils ont tout de suite un petit peu refroidi en disant ah, attention, nous notre objectif n'est pas forcément la Coupe d'Europe, nous on veut surtout bien jouer, redonner du plaisir aux supporters, etc., etc. Et puis au fil de la saison, le discours a un petit peu changé. Maintenant, c'est oui, on veut se qualifier en Coupe d'Europe, on est ambitieux, on est ambitieux. Tant mieux, écoute, si on est ambitieux, tant mieux. Maintenant, oui. Comme je te disais, je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'on va se battre pour une place en Conference League, en Europa League, même si on aurait pu se battre, pourquoi pas pour une place en Ligue des Champions, mais on prend pas de points. Et les équipes devant, hein, elles prennent tellement de points que on va pas pouvoir les rattraper. Donc je pense que oui, on va se battre pour la sixième, cinquième place peut-être, et pourquoi pas gagner la Coupe de France, qui est aussi un objectif affiché par le club.
Coupe de France dans laquelle l'OGC Nice est éliminé. On le rappelle, ça fait toujours plaisir. C'est pas mal, c'est un adversaire en moins pour nous. Voilà. Ouais, non, mais bon. Le seul problème, c'est que l'adversaire qui nous a sorti s'est fait sortir également. Enfin bref. Messieurs, plusieurs choses à voir avec vous. On a parlé de la première de Buonanni en tant que titulaire. On a vu aussi les premiers pas de Youssouf. Voilà, je vais pas. Je vais pas me tenter. Je vais pas me tenter. Chiame, Enda Chiame. Enda Chimilier. Voilà, Enda je l'ai Chimilier. dit. Youssouf, avec un U apparemment, et non OU, qui est rentré au poste de numéro 6. Alors, on en a parlé énormément ces dernières semaines. Est-ce que c'est un défenseur central? Est-ce que c'est un milieu de terrain? Si c'est un milieu de terrain, est-ce que c'est un numéro 8? Est-ce que c'est un numéro 6? Il a l'air suffisamment fort pour jouer plusieurs postes, ce qui est plutôt rassurant. Mais là, il est rentré numéro 6 en remplacement de Boudaoui. On n'a pas beaucoup de consistance et de matière pour pouvoir juger, mais peut-être, Hugo, toi, ton avis sur ces premières mi-temps, sur ces premières minutes. Déjà, Mm. c'est une masse. Ça a l'air d'être un joueur ultra solide. Techniquement, il n'a pas l'air dégueu. Ça tente du jeu long. Voilà, au duel, il y était aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de ses premiers pas avec Nice? Ouais, pas mal physiquement dans le duel. À un moment, on avait beaucoup besoin, on pêchait un peu physiquement, même une qualité technique plutôt bonne. On l'a vu plusieurs fois, jeu court, jeu long, même parfois se mettre entre les lignes. Donc plutôt intéressant parce que c'est pas évident de rentrer, faire ton premier match dans un contexte aussi compliqué sur un gros match contre un gros du championnat. Mais son profil peut être intéressant dans le sens où on a beaucoup réclamé ce milieu à 3 quand il y avait encore Lemina, avec Lemina en 6 dans un rôle de sentinelle un peu plus à l'ancienne, un peu plus physique et purement dans la récupération, avec Boudaoui et Thuram en relayeur avancé. Et je me dis que ça pourrait peut-être être une solution sur la fin de saison, puisqu'on nous a dit qu'il venait en défense centrale, mais je vois pas Digard sortir Dante de la défense centrale et encore moins Todibo. Donc, pourquoi pas tenter Youssouf en 6 en rôle un peu plus à l'ancienne et avancer Boudaoui à la place de Ramsey que personnellement je trouve un peu neutre, un peu moyen. Et on sent que Youssouf, dans l'impact physique, ce sera déjà beaucoup mieux. Et techniquement, il a l'air vraiment à l'aise avec le ballon. Donc pourquoi pas, et en tout cas, bonne première et à revoir, on espère rapidement. Pourquoi pas ma contre Lens. La passe D est toute trouvée. Hugo, tu parlais justement du replacement éventuel de Boudaoui un peu plus haut sur le terrain, au détriment d'Aaron Ramsey. Alors, en off, on en a un peu parlé. On n'était pas forcément d'accord sur la performance d'Aaron Ramsey. Voilà, Matt, tu vas nous donner un peu ton ressenti par rapport à sa performance. Et puis, on va peut-être en discuter. À titre personnel, Hugo est de mon avis, prestation plutôt neutre de la part de Ramsey. Voilà, qualité technique, c'est toujours propre, mais pas décisif quand il aurait quand il aurait pu l'être. Toi, quel est ton ressenti par rapport à son match? Alors, déjà, je vais revenir sur un truc qu'a dit Hugo, sur voir Boudaoui en 8. Moi, je serais quand même plutôt d'avis de le laisser en 6 parce que j'ai l'impression que c'est le poste où il se régale. Et je trouve que moi aussi, avant, je voulais le voir en 8. Et franchement, là, ces dernières performances me font dire que c'est un 6 pur jus et que j'ai pas envie de le voir ailleurs. Maintenant, sur le match de Ramsey, apparemment, c'était la mode là, sur le début d'année de ne pas venir à l'entraînement à l'OGC Nice. Et pourtant, je trouve que sur le terrain, pendant les temps faibles du gym, on a pu compter sur lui parce que, et notamment avec Boudaoui, Lotomba et Buonanni comme ça plutôt sur la moitié droite du terrain, le mec était super disponible. Je l'ai vu toucher des ballons, je crois dans à peu près toutes les zones de sa moitié de terrain. Il est super important à la construction. Là où, par moment, j'ai l'impression que Thuram, c'est quand même, ça pêche beaucoup plus dans la construction quand on cherche à passer par lui. Quand il peut pas miser sur ses courses, quand il peut pas percuter avec du champ devant lui, ou que il n'y a pas la espèce de petite passe par-dessus à trouver, c'est plus difficile. Ramsey, j'ai quand même l'impression que le bagage est plus ouvert et je l'ai souvent vu jouer le bon foot. Il a respecté le jeu, il a joué le jeu là où il était, même si des fois, effectivement, bon, un peu, euh, un peu les œillères sur ce qu'il y avait dans son dos, que ce soit dans le cœur du jeu ou Buonanni qui pourrait servir un moment. Et encore un peu peut-être de manque de rythme encore parce qu'on sent que dans les moments décisifs, il n'a pas
il a pas le geste juste, il est pas forcément libéré. Mais j'ai quand même trouvé super précieux à la construction et je pense que si on l'a pas sur la première mi-temps, on vit une première mi-temps super compliquée avec un côté gauche lillois qui nous a fait quand même beaucoup de mal et qu'on a réussi à tenir, notamment, je pense, grâce à Ramsey. Dimitri, c'est à toi de trancher dans ce débat-là. Qu'as-tu pensé de Ramsey? Alors, si t'as un avis sur sa performance, quoi qu'il en soit, pour donner un avis, on va dire, plus global, c'est quand même une chance, comme on l'a dit, d'avoir une profondeur de banc dans ce secteur de jeu-là, parce que Ramsey, sans être titulaire, apporte quand même une certaine garantie. Maintenant, on est dans une logique aussi d'amélioration. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas mieux à faire à la place de Ramsey au poste de milieu de terrain? Moi, c'est mon avis. Mais peut-être que Dimitri, tu vas Bah, peut-être aller dans le sens de Matt par rapport à ce que tu as pensé de Ramsey si tu as vu quelque chose de notable. non, ça dépend comment tu vois sa performance. Si tu regardes par rapport à ses premières performances, effectivement, je peux te dire qu'effectivement, c'est mieux. Si tu regardes objectivement le match à froid, comme moi j'ai vu, euh, ouais, bah, c'est pas un joueur qui te saute aux yeux. Après, j'ai trouvé propre techniquement. Après, je vais pas vous cacher, je me suis pas forcément Mm. énormément comment dire, concentré sur les joueurs niçois. Donc, c'est compliqué pour moi de vous dire, en tout cas, sur le cas d'Aaron Ramsey, c'est compliqué pour moi de vous dire s'il a fait un très bon match ou un match assez médiocre. Mais en tout cas, il m'a pas sauté aux yeux, que ce soit négativement ou positivement. Ça va dans le sens un peu de Pancho et Hugo, Neutre, du neutre, coup. au final, à tes yeux. Ouais, ouais, après, il a fait le taf. Hein, il a fait le taf. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Mais bon, après, est-ce que là, dans ce système de jeu-là, c'est le meilleur joueur à mettre? Je ne sais pas. Bon, eh bien, l'avenir nous dira si effectivement Ramsey continuera à être titulaire au milieu de l'OGC Nice, parce que pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il a enchaîné 3 titularisations. Ouais. Il était de la partie à Reims également. Donc, on verra, on verra. En tout cas, il y a de la continuité aussi tactique, hein, toujours ce 4-3-3 qui est privilégié. Le 11 bouge très rarement. Euh, la mauvaise nouvelle de la journée, c'est bien sûr la rechute, l'énième rechute, l'énième blessure de Youssef Attal. Alors, j'ai pas vu exactement s'il y avait eu une communication par rapport à ça sur les réseaux. Youssef Attal qui était blessé, qui avait joué le dernier match contre l'Atalanta fin décembre, avant la reprise. Une énième blessure. Sera-t-elle grave ou pas? Est-ce que finalement l'importance est là? Euh, c'est frustrant parce qu'on sait la qualité du joueur, on la connaît. Maintenant, on le dit depuis un certain temps, il nous faut des garanties. Il nous faut des garanties autant sportives que physiques. Et Youssef Attal, malheureusement, Matt, compliqué, une nouvelle blessure. Il sort quasiment en pleurs du terrain, ça fait mal pour lui. Mais au bout d'un moment, il faut avancer pour l'OGC Nice. Ouais, j'ai l'impression même s'il arrivait à revenir pour la saison prochaine, je pense qu'il faut on pense qu'il n'est pas là en fait. Il faut qu'on compte l'effectif sans lui tout simplement. Et c'est vrai avec ce joueur en moins dans la rotation sur les côtés, ça met une pression sur Ghisolfi de renforcer ses ailes parce que est-ce que on va se servir de la polyvalence de Lotomba? Est-ce qu'on va ressortir des placards Joe Bryan? Est-ce qu'on va donner beaucoup plus de responsabilité à Mendy? Aujourd'hui, en tout cas, on sait qu'on ne peut pas compter sur Attal et va falloir trouver des solutions. Moi, si ça permet de voir un peu plus un jeune du centre, limite, sera mal pour un bien, quoi. Peut-être effectivement au bénéfice d'Antoine Mendy, Hugo. Voilà. Est-ce que tu partirais avec une doublette Lotomba-Mendy au poste de latéral droit pour terminer la saison? Je pense qu'on va pas avoir le choix de toute façon. Et puis, ce qui est malheureux, c'est qu'autant contre l'Atalanta, c'était Attal, c'était, je crois, une entorse, donc c'était pas vraiment musculaire, quoi. Ça avait pas lâché, c'était vraiment sur un coup qu'il avait été blessé. Là, pour le coup, il s'est arrêté en pleine course, donc ça sent encore la rechute de la blessure musculaire. Ce qui est vraiment Il s'est dommage parce qu'on sent. il s'est tenu derrière la cuisse, hein, sur les Ouais, c'est images. ça. Et c'est ça, et c'est malheureux parce qu'on sent qu'il fait tous les efforts depuis quelques temps déjà, depuis la saison dernière, pour essayer d'améliorer son hygiène de vie, de bosser. Mais malheureusement, je pense que
bah, je pense que ça va être compliqué pour lui d'atteindre la carrière qu'il aurait dû avoir dans la lignée de sa première saison à Nice. Et nous, malheureusement, il va falloir qu'on tourne la page et qu'on renforce enfin ce côté droit comme ce côté gauche. Donc, je pense qu'avec l'émergence entre guillemets de Lotomba qui monte en puissance depuis fin 2022, début 2023, on peut voir venir jusqu'à l'été prochain. Mais après, il faudra aussi recruter à droite sur le mercato d'hiver, d'été. Ouais, de toute façon, je pense que, je sais pas quel est le mot en interne, mais j'ai l'impression que là, on va en profiter des 6 prochains mois pour construire, prendre de l'avance sur la saison prochaine, mais j'ai pas l'impression qu'on se soit mis des objectifs de jouer quoi que ce soit, si ce n'est de créer du jeu et de poser les bases pour l'année prochaine. Enfin, je sais pas votre avis, vous, mais en tout cas, c'est pas les indicateurs que m'ont donné le mercato. Faire Mofi, c'est bien, mais si on fait. Bah, de toute C'est pas plus manière, mal d'ailleurs, hein. ouais, de toute manière, le club, autant en interne que dans les joueurs, on est dans une restructuration. Elle arrive en cours de saison, c'est peut-être pas forcément la meilleure période, mais il faut passer par là. Après, les objectifs, effectivement, tu as quand même un huitième de finale de Coupe d'Europe que tu dois jouer. Tu as encore des chances mathématiquement d'être en Coupe d'Europe. Là, les prochaines échéances, là, le match à Lens, le match contre Marseille, va te donner aussi le curseur de ta fin de saison. Si tu arrives à récupérer, on va dire, allez, j'en sais rien, 4 points contre Lens et Marseille, pour moi, c'est que tu as peut-être quelque chose à faire sur la fin de saison. Après, Ce serait beau. je suis peut-être un peu trop optimiste, hein, c'est ma nature, hein, mais c'est clair que, bon, il reste encore une demi-saison à jouer. Donc, si les points sont jouables, pourquoi pas aller les chercher. Messieurs, on a abordé un certain nombre de sujets. Dimitri, est-ce qu'il y a un sujet peut-être propre à Lille ou au match que tu souhaiterais peut-être aborder? J'aimerais, moi, parler de l'arbitrage que j'ai trouvé très bon. Voilà. On le dit quand c'est naze. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que voilà, Monsieur Vatelier était plutôt bon. Dimitri, rien à rajouter. Peut-être une déception, un top, un flop dans cette rencontre. Un joueur qui t'a peut-être plus déçu. Euh, Ouais, en fait, je suis déçu globalement du match, moi, mais un joueur qui m'a peut-être plus déçu, je sais pas. Moi, j'ai trouvé Euro pas mal. J'ai été assez surpris de le voir sortir au milieu de terrain. Il a récupéré pas mal de ballons. Sinon, bah, c'est compliqué de mettre Cabella en flop, mais non, j'ai pas. J'aime pas dire flop. J'aime pas dire flop. Généralement, je dis Wea, mais là, c'est compliqué de dire Wea parce qu'il a pas été mauvais. Donc, voilà. Hugo, peut-être un dossier qu'on n'a pas encore évoqué dans cette émission, quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Ouais, peut-être sur Sofiane Diop, dont on n'a pas Ouais. parlé, mais qui est dans la lignée un petit peu moyen et poussif, je trouve, des derniers matchs où, certes, il n'est pas du tout aidé parce que derrière lui, il a Melvin Barr qui sait pas, qui peut pas combiner. Devant lui, il a Laborde où c'est pareil. Donc il n'est pas dans les meilleures dispositions. Mais je trouve que dans ses prises de balles, contrairement à Buonanni, qui a fait vraiment beaucoup de différence balle au pied par la passe, par son jeu de dribble, Diop, il a un peu toujours emprunté, enfin, il fait pas les bons choix, il prend pas les meilleures décisions. Et ça dure depuis quelques matchs, donc c'est un peu décevant, surtout que première partie de saison, il était souvent blessé. Là, il joue, il n'est pas vraiment performant. On a quand même mis une grosse somme dessus. Donc c'est pas qu'on va pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite, mais je pense que ce serait bien qu'il monte en puissance assez rapidement. Et pourquoi pas cette semaine. Après, juste pour contrebalancer aussi, parce qu'on en avait parlé lors de Reims, euh, blessure pendant la préparation, enfin trêve Coupe du Monde, voilà, ce qui permet aussi de, de, de se dire aussi qu'il manque, peut-être qu'il n'est pas au même niveau physique que certains joueurs. Matt, c'était peut-être le sujet que tu comptais aborder pour Diop? Ouais, ouais, parce que je me suis fait la réflexion en fin de match. Il sort, déjà, il a l'air lessivé et particulièrement contrarié de sa Ouais. performance. Et je suis d'accord sur ce côté gauche, ça marche pas. Ça, enfin, c'est pas forcément que de sa faute, hein, mais Bart Thuram Diop, ça combine pas. On voit pas de. Ah, Ah, perdu Matt, je pense. Matt, ouais, c'est l'évocation de Melvin Barr là, qui a été compliqué pour lui peut-être. Eh bien, ouais, alors pour Sofiane Diop, oui, je pense qu'il y a la dimension physique, le fait qu'effectivement le latéral gauche, comme le soulignait Matt,
qui n'aident pas forcément à la projection et à la combinaison. Néanmoins, je pense que le joueur est quand même talentueux. Ouais. Il y a eu quand même des percussions. Il est quand même intéressant dans son jeu. Et puis offensivement, il a besoin aussi, je pense, de stater. Messieurs, il est 16h21, j'avais dit 16h15, je m'excuse, j'ai 6 minutes de retard par rapport au timing. Un grand merci d'avoir participé à cette émission. Je ne sais pas si Matt reviendra pour clôturer avec nous. Très bonne saison au LOSC, Dimitri. Merci à vous. Avec, on l'espère, peut-être une qualification européenne. On va espérer. Et puis, Hugo, on se dit à très vite pour une prochaine émission. Prochain rendez-vous, je le dis, c'est mercredi. On communiquera là-dessus avec Sky notamment, mais voilà, on prévoit de faire quelque chose ensemble en marge du match de Lens, alors que Matt est de retour. J'étais en train de conclure, Matt. Tu veux peut-être finir J'ai entendu ça, ouais. tu veux peut-être finir ton développement sur le côté gauche? Sur le côté gauche, non, je pense qu'on a à peu près tout dit. J'ai entendu que tu étais en train de finir. Juste que ce que je pourrais dire, c'est que j'espère, en tant que bonne individualité, voir peut-être Diop sortir du lot sur les prochains matchs qui seront vraiment importants, où je pense son individualité va pouvoir faire la différence. Très bien, une note d'optimisme en fin d'émission, c'est propre au Club Pantio. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette Merci. émission. Pour les personnes qui sont arrivées en cours, le replay arrive dans la foulée. Très bon dimanche à tous et puis on se redonne rendez-vous mercredi pour une nouvelle émission en marge de Lens. Très bon dimanche, bon après-midi les gars, merci à vous. Ciao ciao. Merci Bonne beaucoup soirée. pour la Salut. Ciao. Ciao, ciao.